Toujours est-il que c'est un grand plaisir également pour moi d'être ici ce matin. Ma contribution sera bien modeste par rapport au thème de cette journée, mais je vais essayer de faire en sorte de parler de fabrication additive. Alors fabrication additive, juste un petit clin d'œil. On se rend bien compte que la construction de pièces par empilement de couches, on va voir d'autres procédés tout à l'heure, mais je vais commencer par celui-là. Le basique au départ, c'était ça, c'est-à-dire prendre une couche en 2D et puis la mettre au-dessus d'une autre couche en 2D, et puis une autre couche en 2D, etc., etc. On empile les couches. Alors avec différents phénomènes physiques, je vais en parler juste après, mais l'enjeu c'est celui-là. Alors on imagine, ça c'est un scooter qui est fait à partir de pierre. Si vous allez au Portugal, à Guimarães, et que vous allez à côté du marché couvert, vous verrez ce scooter qui est magnifique. Alors on l'imagine construit avec des plaques verticales au lieu d'être horizontales. Il y aurait certainement d'autres soucis de maintien en place de ces plaques, etc. Donc on voit que la pesanteur va jouer aussi dans la mise en place de ces fameuses couches. Enfin bon, voilà, on n'a pas trop le temps de rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de la journée. Mais tout ça pour dire que le principe général est largement dépassé aujourd'hui, puisque vous allez entendre parler de procédés qui permettent de faire des couches, mais non plus en 2D, mais bien en 3D. Et puis bientôt, on fera des objets vraiment dans le volume. Il y en a qui travaillent d'arrache-pied pour qu'on puisse gagner du temps. Alors, un concept également, c'est que la fabrication additive, c'est lent. Alors c'est faux, vous verrez qu'il y a un certain nombre de technologies pour lesquelles mettre en place une couche, ça prend moins de 10 secondes. Alors vous imaginez des couches de 1/10 de millimètre que l'on empile toutes les 10 secondes, ça veut dire qu'en quelques minutes, on peut avoir un objet dans les mains. Donc voilà, les premières machines, vous citiez le Créate tout à l'heure, les premières machines, c'était 35 secondes de pause entre deux couches sur les premières machines de stéréolithographie, donc on n'est plus du tout dans la même cour. Et vraiment, aujourd'hui, on a une richesse à la fois logicielle, c'est-à-dire qu'on a la capacité de préparer un travail qui est un travail de qualité, non seulement tel que c'est là, c'est-à-dire avec une vision purement géométrique, mais aussi en imaginant le process. Vu le temps imparti, j'en parlerai pas, mais on a vraiment une approche produit-process de la fabrication additive où on va penser stratégie d'empilement de ces couches, de fabrication finalement de la pièce, c'est-à-dire qu'on a une vraie démarche également d'analyse du processus de reconstitution de cet objet en 3D, ce qu'on n'avait pas il y a encore quelques années. Alors, j'ai essayé de mettre ici très rapidement une image de la norme qui a déjà été citée tout à l'heure, où vous avez les 7 familles de procédés qui sont effectivement normalisés. Donc, je ne sais pas s'il y a un pointeur laser, ça va être celui-là, il est vert en plus, c'est très bien. Donc le fameux procédé de photopolymérisation, alors polymérisation avec un laser dans une cuve, je vais aller vite, mais ici aujourd'hui de plus en plus, on a ce qu'on appelle le Digital Light Processing, qui permet, pour aller vite aussi dans l'explication, de faire du flashage en une fois d'une image qui représente la couche, et on insole la résine en une fois comme ça, ce qui explique la rapidité de construction de l'objet. Ensuite, on a également des projections de matière, donc ce sont toutes les technologies multijet qui permettent justement de projeter la matière, plutôt que de venir la transformer par l'action d'un laser, puisque ici on a à chaque fois c'est un laser ou de la lumière, mais peu importe. Ici on va directement projeter la matière. Ensuite on peut aussi étaler un lit de poudre et projeter un liant qui va agglomérer cette poudre au niveau de la couche que l'on vient d'étaler. Et puis on va réétaler à nouveau une couche de poudre et on va reprojeter du liant dessus de manière sélective avec une résolution qui est à peu près le point de résolution que vous pouvez avoir sur une imprimante jet d'encre. Ensuite, on va avoir le dépôt de fil fondu. Alors, ça a été effectivement dit comme étant une des pratiques les plus utilisées, mais c'est aussi là qu'on trouve les machines qui coûtent le moins cher et qui sont faciles à utiliser au regard d'autres types de procédés, et puis que l'on peut effectivement mettre dans des environnements qui ne sont pas forcément des environnements industriels. On parle de prévention. Là, même s'il faut ventiler, et qu'on a aujourd'hui Centrale Paris, par exemple, a développé un petit capteur qui permet de contrôler les ambiances, justement autour de ces machines. Donc tout ça fait qu'il faut quand même qu'il y ait une vigilance. Il ne faut pas croire que ce soit anodin. Il y a des gens qui font tourner leur machine à côté de leur lit pendant la nuit. Attention, en fonction des matériaux utilisés, il faut peut-être être un petit peu vigilant. Ensuite, on va avoir la fusion lit de poudre. Alors effectivement, ce principe-là, c'est une poudre sur laquelle un laser va venir construire de manière sélective la couche. Donc il va y avoir une solidification, je vais le dire comme ça, des grains au niveau de chacune des couches. Cette solidification peut se faire par laser ou également par faisceau d'électrons ou par d'autres procédés thermiques aujourd'hui. On va le voir juste après. Et puis, on a le procédé de
de projection de poudre à l'intérieur d'un flux d'énergie. Aujourd'hui, on a des variantes. Donc, si vous voulez, pour résumer, on va avoir une poudre qui va arriver quelque part ici. Vous voyez, on a des espèces de petits orifices là, en fait, différentes manières d'amener la poudre dans un flux d'énergie qui, lui, est en centrale ici. On peut également avoir du fil, un petit peu comme en soudage, qui va venir traverser également ce flux d'énergie. Et donc, on va comme ça construire, et cette fois-ci avec des couches qui peuvent être plus complexes que le 2D, un objet essentiellement métallique. Ensuite, on a des procédés qui sont des procédés de découpe de feuilles ou de plaques, qui sont assez anciens sur leur principe, et qui permettent donc de faire de l'empilement de couches en 2D, un peu comme on l'a vu tout à l'heure sur le scooter en pierre que je vous ai montré. Typiquement, on pourrait utiliser ce type de procédé pour faire ces constructions-là. Donc, techniquement ou scientifiquement, je n'irai pas plus loin dans mes explications, vu le temps imparti. Ensuite, derrière ces principes-là, on a bien sûr des machines. Alors, des machines, je vais faire un petit clin d'œil à François-Xavier qui a fait la première présentation, parce que sur mon slide, je l'ai fait la semaine dernière, j'étais au Maroc la semaine dernière pour rencontrer nos homologues de l'association marocaine de fabrication additive, et sur ce slide, j'ai rajouté, je vais revenir en arrière, je pense que ça marche comme ça, voilà, j'ai rajouté quelque part par là, j'ai poussé un peu, j'ai fait de la place, j'ai rajouté une machine 3D cérame. Parce qu'on parlait de céramique tout à l'heure, mais c'est bien parce qu'il y a des machines qui font de la céramique. Et donc, ce que j'ai entouré, ce sont les constructeurs français. Alors évidemment, à chaque fois, je suis pénalisable parce qu'on me dit « oui, mais sur ta belle planche, enfin belle, je ne sais pas, mais sur ta planche, il manque les machines 3D cérame ». Alors je les recite, voilà, comme ça c'est fait. Et donc, eux, ils sont plutôt spécialisés dans les résines chargées, je dirais, pour faire des céramiques. Ils sont très très bien placés au niveau mondial. Ce sont des gens pour lesquels j'ai vu des machines un peu partout dans le monde. On a aussi bien sûr Prodways, qui est un des leaders et qui fait aussi d'ailleurs qui utilise aussi des résines chargées pour faire des céramiques. Et puis on a bien sûr Adobe, qui est issu d'une joint venture entre FIV et Michelin, qui se développe sur la fabrication additive métal avec sa machine FormUp. Et puis donc maintenant BIM également fait partie du même groupe Adobe, avec le procédé DED que je citais tout à l'heure. Et puis un procédé français de stratoconception qui est basé donc sur l'empilement de plaques essentiellement, avec la stratoconception. Voilà, donc derrière chacune de ces machines, eh bien, il y a, j'allais dire, une précaution quelque part de mise en place de cette machine-là et d'utilisation de la machine, mais c'est comme dans tout procédé, c'est-à-dire qu'on a la chance en France d'avoir des services, que ce soit l'INRS, que ce soit le CEA ou d'autres services, ou d'autres centres techniques ou instituts qui utilisent toute leur science et leurs connaissances techniques justement au profit de la définition de pratiques qui sont des bonnes pratiques pour la mise en œuvre de ces machines, quelle que soit la technologie. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très important en termes de ressources, donc il ne faut pas hésiter à aller vers ces ressources-là. Alors, d'autres, j'ai cité HP ici, dont le principe physique du procédé est un petit peu différent de ce qu'on a vu sur les 7 procédés classiques tout à l'heure. Ce procédé-là, qui est un procédé essentiellement à base de thermique, pareil avec un lit de poudre, se veut être un procédé beaucoup plus rapide que beaucoup d'autres procédés pour essayer peut-être de se mettre en place sur des petites séries ou de concurrencer des petites séries de pièces plastiques. Le premier matériau qui a été mis sur ces machines-là, c'est du PA12 et d'autres recherches, bien sûr, existent aujourd'hui avec un potentiel de sortir dans quelque temps une machine métal aussi. Alors d'autres machines comme Desktop Metal, etc. Je n'aurai pas le temps de tout détailler, mais ce sont des machines qui utilisent aussi des procédés variants de ce qu'on a vu tout à l'heure, parce que quand on dit dépôt fil, eh bien dans ce fil, on peut mettre autre chose que du polymère. C'est-à-dire que ceux qui connaissent un peu l'injection plastique, vous avez le procédé MIM, pour moulage par injection métallique, eh bien ça veut dire qu'on met des particules métalliques à l'intérieur du plastique et on injecte. Voilà, eh bien rien n'empêche de mettre, et c'est ce qui se fait, des particules métalliques dans un fil, de déposer, ensuite de délianter, friter, et d'obtenir des pièces métalliques. Voilà, donc il y a tout un tas de combinaisons des principes physiques qui sont très très largement exploités aujourd'hui. Donc dans le début des années 90, on n'avait pas besoin de trop s'inquiéter, on avait 1, 2 procédés, 3 procédés, 4 procédés, petit à petit 5, voilà, mais qui étaient dans des balbutiements. 25 ans, 30 ans après, on se rend compte qu'on a une activité professionnelle extrêmement importante qui nécessite que des journées comme ça soient organisées parce qu'il faut tout mettre en place dans l'environnement industriel pour qu'on fasse ça sereinement. Donc on a également quelque chose qui se développe énormément. Je citais tout à l'heure le procédé DED avec du fil. Eh bien, il y a un certain nombre de collègues qui ont déposé des brevets sur l'utilisation de procédés, voire de moyens de soudage
pour construire des ébauches et des pièces en 3D. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Wire Arc Additive Manufacturing, donc le WAM, qui se développe énormément pour faire des ébauches rapides avec du haut débit et ensuite faire bien sûr des reprises de finition là où on en a besoin. Alors derrière ça, et d'ailleurs vous allez avoir le privilège d'avoir Didier Boisselier qui va vous faire une présentation là-dessus, parce que cette planche-là, je crois, n'est pas très ancienne, hein, Didier, avec une combinaison de plusieurs procédés, puisque là vous avez une partie de pièce qui a été faite en fabrication lead poudre métal, et puis derrière vous avez d'autres formes ici qui ont été reprises en procédé DED, c'est-à-dire qu'on va vers ce qu'on appelle une fabrication hybride, qui permet de combiner les procédés les uns avec les autres. On peut également avoir des pièces... C'est la retraite, hein, j'ai plus l'habitude. Des procédés qui permettent de faire du multimatériau, comme ici. Hein, ce sont des pièces, c'est des pièces qu'on avait faites en collaboration avec l'Université de Manchester. Et ici, des pièces qu'on avait faites également avec Skoltech, à côté de Moscou à l'époque, pour faire du multimatériau. Et puis vous voyez ici qu'on peut faire du pilotage en 3D sur le pilotage de ces machines. Voilà. Alors, je terminerai avec ça. Le FlexCare de chez Adobe. Hein, Adobe, ils ont eu... pour différentes raisons, hein, ils ont mis en place comme enjeu le fait de pouvoir avoir des environnements qui soient des environnements autonomes dans lesquels on ait effectivement une prévention totale des risques qui sont liés à l'utilisation de machines poudre métallique. Voilà, donc ils ont commercialisé un produit qui s'appelle le FlexCare. Alors je vous ai mis là juste en clin d'œil quelques exemples d'applications et puis des noms. Notre collègue Olaf Diegel a sorti ici une petite, vous voyez, c'est presque une petite boîte à outils en tant que telle, hein, pour aller, vous voyez, il y a des formes que les mécaniciens connaissent bien, que ce soit du tournevis, ou puis bien sûr, il faut pouvoir quand même décapsuler certaines bouteilles lorsque le soleil tape un peu trop. Ici, vous voyez, on a également tout ce qui touche à de l'optique, hein. Ici également quelques formes avec, vous voyez, des formes très très ouvragées, hein. Je n'ai pas trop parlé de la complexité des formes non plus, mais on peut aller très très loin. Et puis ici un petit clin d'œil au trophée qui a été offert pour le salon 3D Print également, et qui rappelle également une œuvre d'art. Donc ça veut dire qu'aussi l'art utilise beaucoup ces procédés-là, ainsi que bien sûr la joaillerie, bijouterie. Donc tous ces domaines-là. D'ailleurs, citez-moi un domaine qui potentiellement ne peut pas utiliser la fabrication additive. Je vous écoute. Vous voyez, ça c'est pour le médical, très rapidement, c'est un pouce-seringue. Vous imaginez une aiguille ici qui va attaquer une tumeur directement au plus près de la tumeur. Eh bien ça c'est un objet qui est... c'est un seul objet en fait, hein, ici avec des liaisons pivots qui ont été faites en multimatériaux directement. Ça c'est du cuivre, ça c'est une pale creuse qui a été faite par Naval Group et par un laboratoire de Centrale Nantes aussi. Ça, c'est des pièces qui vont remplacer des vertèbres dans le dos. Ça, c'est une pièce pour une fusée française dont je ne donnerai pas le nom. Et puis ici, même si c'est public, il n'y a pas de problème. Et puis ici, également des pièces pour la rechange. Hein, c'est-à-dire que la fabrication additive peut vous permettre aussi de faire des pièces juste quand vous en avez besoin, où vous en avez besoin. Hein, là encore, on peut en faire aussi pour le bâtiment. Hein, vous voyez le beau projet BatiPrint 3D qui était dirigé par mon collègue, le professeur Benoît Furet à Nantes, avec une maison qui a été construite en fabrication additive. Aujourd'hui, c'est anecdotique presque la construction de maisons par fabrication additive. Également tout ce qui est bioprinting. Hein, et puis également, on s'en sert pour faire des propriétés de surface, hein, c'est très très utilisé. Et puis bien sûr, oupsie, je reviens en arrière avant ma conclusion. Voilà. Oh, c'est pénible. Ici, le chocolat, par exemple. Hein, vous pouvez avoir du chocolat aujourd'hui personnalisé, mais bien sûr le bioprinting. Et puis également, dans tout ce qui est textile, vêtements, hein, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui se développent. Donc vous voyez beaucoup de domaines qui sont impactés. Donc on gagne en maturité, les utilisateurs trouvent de nombreuses solutions à leurs problèmes techniques. Les machines récentes deviennent de véritables outils de production de petites séries personnalisables. Les matériaux évoluent, le taux d'utilisation est de plus en plus élevé, la chaîne de valeur est centrée sur la fabrication additive et elle apporte de plus en plus de réponses viables économiquement, c'est très important, parce que techniquement on peut être bien, mais économiquement non. On a aujourd'hui ce passage-là qui se fait tout doucement. Et l'implantation et l'utilisation des environnements de fabrication additive et de post-traitement, ça a déjà été indiqué, hein, doivent respecter des règles d'hygiène et de sécurité parce qu'une machine toute seule, en général, elle ne suffit pas. Il faut tout un environnement que je qualifie de chaîne de valeur autour de cette machine. Voilà, un petit clin d'œil à un ouvrage
que vous pouvez, j'espère, tous vous précipiter pour acheter ça sur Internet ou dans toutes les bonnes librairies. Hein. Pourquoi je le cite? Parce qu'il y a un très très bon chapitre qui a été élaboré sous la houlette de l'INRS sur l'hygiène et la sécurité. Je pense que la personne qui a fauté sur la direction de ce chapitre est dans la salle. Voilà, et je la remercie encore au nom des 40 et quelques contributeurs de cet ouvrage collectif. Je rappelle souvent, c'est un ouvrage collectif. Merci à tous et bonne journée surtout. J'espère que vous prendrez plein d'informations de cette journée.